Bonjour à toutes et à tous. Aujourd'hui, je veux vous parler de la Renaissance timouride. Lorsque nous parlons de Renaissance, très vite nous baignons dans une atmosphère de richesse scientifique, littéraire et artistique. En effet, la Renaissance, surtout connue en Occident, est la période des temps modernes associée à la redécouverte du patrimoine de l'Antiquité par l'arrivée des Grecs qui fuient Constantinople. En revanche, quand on dit Renaissance, très peu de personnes pensent et connaissent une autre Renaissance qui a quasi la même splendeur que la Renaissance italienne, c'est la Renaissance timouride. C'est pourquoi aujourd'hui j'ai décidé d'aborder le chapitre sur la Renaissance timouride et de vous décrire comment celle-ci s'est développée en Ouzbékistan actuel et dans les autres régions de l'Asie et du Moyen-Orient, et en vous donnant quelques caractéristiques de celle-ci. En effet, quand on dit Renaissance timouride, le radical de cet adjectif timouride, c'est Timour. Qui est Émir Timour? Qui est Timour? En Occident, Émir Timour est connu sous le nom de Tamerlan. En fait, l'empire timouride est un empire fort. Il se démarque, selon Fournieu, des autres empires, car, selon lui, un seul État d'Asie centrale a exercé une pression territoriale et politique forte de l'Asie du Sud, c'est-à-dire de l'Inde, au Moyen-Orient. C'est l'empire de Timour. Et la Renaissance timouride est une ère artistique, culturelle, scientifique éclatante instaurée au XVe siècle par les Timourides, c'est-à-dire la dynastie d'Émir Timour. Elle est par conséquent contemporaine à la Renaissance italienne. Les Timourides sont les descendants, comme je l'ai dit, de Timour, Émir Timour, Amir Timour ou Tamerlan, qui fut l'empereur de l'empire timouride au XIVe siècle, au XIVe siècle. Le thème timouride à l'époque se développa très rapidement dans les cultures occidentales, notamment dans la littérature et la musique. D'ailleurs, la culture française surtout a laissé une large place à ce thème sous forme d'un mythe présent dans la philosophie, mais aussi dans la poésie, la prose, le théâtre et les livrets d'opéra. Émir Timour, il est issu d'une tribu turco-mongole. Il fut à l'origine d'un vaste mouvement de conquête territoriale et construit un immense empire en suivant un petit peu son ancêtre Genghis Khan comme appelé en Occident. Il s'est emparé de l'Iran, de l'Irak, de la Syrie, du Caucase, de l'Asie centrale et de l'Inde. L'un des principaux motifs de la construction de l'empire de Timour était le désir de contrôler les routes commerciales reliant l'Est et l'Occident. D'ailleurs, sa prise de Delhi en 1398 est le reflet de cet objectif d'Émir Timour. En 1402, il a gagné une bataille contre le sultan ottoman, Bayezid Ier, à Ankara, et c'est ainsi que les Occidentaux se sont vraiment intéressés à ce personnage, et ils établissent très rapidement des contacts diplomatiques avec le grand Tamerlan. L'un des émissaires envoyés par les Occidentaux fut Ruy González de Clavijo, qui était l'ambassadeur du roi de Castille. D'ailleurs, on a encore plein d'écrits, des échanges entre le roi de France et Émir Timour. Et lorsque le roi de France et Émir Timour échangeaient, Émir Timour signait Témir, qui signifie en langue turcique fer, donc on le qualifie l'homme de fer. L'empire légué par Timour donna naissance à un siècle de renaissance de la culture et des arts, dont Samarcande fut le joyeux de celle-ci. En 1397 d'ailleurs, Émir Timour avait épousé une descendante de Genghis Khan,
Kinzir Kodja, et ainsi il a pu rejoindre la célèbre lignée Genghis Khanide. Pour lui, c'était super important parce que c'était un grand guerrier et il désirait vraiment suivre un petit peu les objectifs de Genghis Khan. C'est pourquoi Émir Timour, on peut le qualifier de grand guerrier, et son surnom Tamerlan en persan signifie Timour le boiteux. Il fut blessé lors d'une campagne de guerre. Alors la renaissance timouride, ça commence vraiment à la mort d'Émir Timour, puisque ce fut son fils Shahrukh ainsi que l'épouse de son fils, Gorarshad Begum, qui initièrent cette renaissance. Shahrukh Mirza, qui est le plus jeune fils d'Émir Timour, fut le gouverneur de l'empire qui fut légué par Émir Timour et monta sur le trône des Timourides en 1409. À Samarcande, il développa une politique artistique, culturelle et scientifique brillante qui couvrit tout le XVe siècle. La dynastie timouride en Asie centrale conduisit à un renouveau de l'art et de la science. Certains dirent que cette renaissance avait, comme je l'ai dit, la même splendeur que la renaissance italienne, voire ce que l'italien avait écrit Ruggiero. Alors, on en revient au fils d'Émir Timour. Shahrukh Mirza, en fait, et son épouse, attirèrent dans l'Empire et à leur cour des artistes, architectes, philosophes et poètes reconnus aujourd'hui parmi les plus illustres au monde, y compris le poète Jami. En fait, il suit un petit peu les voies de son père, car Émir Timour, quand il avait conquis des villes, il essayait de trouver les plus grands artistes, les plus grands architectes et urbanistes de ces villes conquises pour les déporter vers Samarcande parce qu'il voulait reconstruire la ville, sa capitale, en une ville splendide, magnifique et qui témoigne de la grandeur de son empire. D'ailleurs, Samarcande, comme je l'ai dit, c'est une ancienne ville antique qui est très importante sur la route de la soie, et elle devient la capitale de l'empire des Timourides. Émir Timour, lui, était fasciné par le bleu. C'est la raison pour laquelle on va voir plus tard que l'architecture timouride se caractérise vraiment par le bleu qui est omniprésent. Et l'architecture timouride, comme je l'ai dit, c'est le symbole de la Renaissance. C'est la raison pour laquelle maintenant je vais vraiment commencer par étudier une des caractéristiques de la Renaissance timouride, à savoir l'architecture. D'ailleurs, Dickens écrivit en 1999 que Timour n'était pas seulement un grand conquérant, mais était aussi un grand bâtisseur. Comme je l'ai dit, chaque fois qu'il dévastait une ville qui se trouvait sur son chemin, il ramenait les artisans dans sa ville royale. Et c'est ce qu'on va voir maintenant. Alors, donc ici on voit une citation de Chuvin qui dit « Cette ville est à moi, je l'ai achetée avec mon argent », aurait déclaré Timour. Ce fut la passion d'un homme pour une ville, reflétant le tempérament démesuré, généreux, exclusif du terrible conquérant. C'est ce qu'on va voir maintenant. Alors, Samarcande, c'est la ville d'Émir Timour. Samarcande, qui était une ville qui a été détruite pendant les invasions mongoles, fut reconstruite sous les Timourides et devient rapidement un centre de recherche scientifique. D'ailleurs, cette ville est devenue le centre de la Renaissance timouride grâce à la reconstruction pendant cette période, qui débute avec Émir Timour. Les principaux travaux de l'époque timouride sont la construction du palais d'État à Sabz, la mosquée Bibi Kanim, et ici on voit le Régistan. Le Régistan, c'est l'ancien cœur de la ville de Samarcande, et d'ailleurs cette place fut décrite par Lord Curzon, qui est le vice-roi des Indes en 1888, comme la plus noble place publique du monde. Il écrit également qu'il ne connaissait rien en Orient ni en Occident qui s'en approche par sa simplicité massive et sa grandeur. Qu'il rajoute que rien en Europe, sauf peut-être à une échelle plus modeste, la Piazza di San Marco à Venise, qui puisse même aspirer à entrer dans la compétition. Il termine par dire qu'aucun spectacle européen ne peut en effet lui être comparé de manière adéquate, car nous sommes incapables d'indiquer
un espace ouvert dans une ville occidentale qui soit commandé sur 3 de ses 4 côtés par des cathédrales gothiques du plus bel ordre. Le Réghistan, en fait, c'est une place très importante parce que sur le Réghistan, on retrouve plusieurs madrasas. Notamment ici, on peut voir la madrasa d'Ulugh Bey qu'on va davantage voir plus tard. Alors, la madrasa d'Ulugh Bey, je vais la voir dans la partie le développement de la science sous les Timurides. Le Réghistan ici, on y voit la madrasa par exemple d'Ulugh Bey est située sur le Réghistan et c'est vraiment le symbole du développement de la science sous les Timurides. Mais avant d'aborder la madrasa qu'on voit juste ici en face de nous, je vais un petit peu parler de l'architecture timuride et de son influence géographique en Asie. Alors, l'architecture timuride, comme on peut le voir ici, je vais d'abord se caractérise par une importance de la géométrie, une utilisation intensive de la mosaïque de céramique, un travail de la pierre dure. Les Kainkas sont des édifices culturels qui occupent une place singulière dans la brillante architecture timuride. L'architecture timuride, comme je l'ai dit, est née sous Émir Timour qui était fasciné par le bleu. Et on peut voir que cette architecture a influencé l'architecture en Iran, l'architecture en Inde, l'architecture en Turquie et l'architecture en Russie. En effet, quand on sait que le mausolée à Samarcande, qui a été construit en 1402 au nom d'Émir Timour, on observe bien ici, vous voyez un petit peu l'architecture, cette même architecture a été reprise par les Iraniens, et plus précisément par l'Empire safavide, qui est en fait aussi une dynastie turkmène d'originaire d'Asie centrale, parce que l'empereur, le souverain safavide Abbas Ier, demandait la construction de la mosquée du Shah en Iran, et cette mosquée ressemble fortement à ce qu'on retrouve à Samarcande. Voilà, on voit clairement l'influence de l'architecture timouride, de l'art timouride en Iran, et plus précisément dans la culture safavide. Quand on regarde ici c'est une construction plus moderne qui date du XXe siècle, et la mosquée Saint-Pétersbourg, en fait, l'architecte de la mosquée de Saint-Pétersbourg s'est vraiment influencé sur ce qu'il a vu et observé à Samarcande, sur l'architecture timouride, car il était fasciné par l'architecture timouride. Pareil, au XVe siècle, la mosquée verte de Bursa, elle a commencé en 1413, mais elle a été achevée une décennie plus tard, reflète également l'influence de l'architecture timouride en Turquie, en Anatolie. Maintenant, on va un petit peu parler justement des caractéristiques de la société timouride avant d'aborder le développement de la science sous les Timourides pendant la Renaissance. Pour bien comprendre cela, j'aimerais vous donner quelques éléments clés sur la société. Comme je l'ai dit, les Timurides, c'est une dynastie turco-mongole. Et pour le développement de la littérature et de la science, il fallait une bonne connaissance de la langue. Et c'est à ce moment-là que le turc Chagatai connaît un développement très important. Et le bilinguisme était quand même monnaie courante, c'est-à-dire que les élites de l'Empire timuride maîtrisaient le persan et écrivaient souvent en persan, notamment dans la littérature. Quelques points clés sur la juridiction. On voit clairement un héritage de la juridiction Genghis Khanide, on appelle ça l'Ayasa, mais il y avait aussi une autre juridiction qui était la charia, la loi musulmane. En revanche, la juridiction Genghis Khanide était parfois en contradiction avec la loi musulmane. Les modes de vie sous les Timourides étaient fortement caractérisés par l'héritage de la vie guerrière nomade de l'Antiquité. Donc on voyait un usage rituel du vin, une position très élevée des femmes dans la société. Par exemple, il y avait des écoles destinées aux femmes, il y avait des femmes de la noblesse qui avaient un haut prestige et beaucoup de pouvoir